Pour moi, la seule règle que j'ai, honnêtement, c'est ne pas trahir les faits, ne pas trahir la vraie réalité scientifique et la nuance. Ça, c'est très, très important. Je vois beaucoup trop de communication scientifique qui prennent des shortcuts pour tout et qui font des généralités juste pour faire le buzz. Tu vois, ça fait toujours le buzz de raconter un truc sensationnaliste. Et en fait, après, quand tu creuses dans les papiers, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Donc ça, je pense que c'est ça la grosse limite. Après, sur la forme et le format, c'est ça qui est génial avec la communication scientifique. Tu peux faire ce que tu veux. Et c'est pour ça que ça m'énerve autant les gens qui critiquent la façon de faire. C'est qu'en fait, tu peux avoir une information scientifique et tu peux avoir 1 milliard de façons de la traiter, 1 milliard de façons de la présenter. Et c'est toi qui décides comment tu as envie de le faire, sur quel format, que ce soit vidéo, écrit, etc. Quel ton. Tu as envie de rigoler, tu peux rigoler. Tu as envie d'être super sérieux, tu peux être sérieux. Bienvenue sur Au-delà de la thèse avec Papa PhD, le podcast hebdomadaire où on parle du rôle et de l'impact que les chercheurs peuvent avoir au-delà du labo. Avec moi, David Mendes. Aujourd'hui, j'ai l'énorme plaisir d'avoir avec moi Océane Sorel. Océane est docteur en virologie, chercheuse formée entre l'Europe et la Californie, et elle est connue du grand public sous le nom de The French Virologist. Après une carrière académique en biotechnologie, elle s'est imposée comme communicatrice scientifique incontournable, suivie par une vaste communauté en ligne, aussi chroniqueuse télé sur Sage Ami et autrice du livre Virus, bactéries, microbes, tout savoir pour y échapper. Sa mission, c'est lutter contre la désinformation et partager la science avec rigueur et, important, humour. Bienvenue sur Au-delà de la thèse, Océane. Je suis tellement content que tu aies pu prendre un petit peu de temps pour être avec moi aujourd'hui. C'est vraiment un grand plaisir de t'avoir ici avec moi. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité sur ça. Donc, Océane, ça fait un bout que je te connais, que tu as popé sur mes réseaux sociaux, je pense sur Instagram en premier, et j'aime beaucoup ce que tu fais. Moi, l'humour, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et d'être capable d'allier information, démontage de mythes et humour, surtout dans cette époque qu'on vit aujourd'hui où la science est sous attaque de différents angles et partout sur la planète. C'était vraiment rafraîchissant de te voir apparaître sur mon flux au moment où tu es apparu. Et ça, après, je t'ai contacté et on a pu trouver ce moment pour parler. Donc, moi, dans ma tête, les gens, ils te connaissent. Mais pour ceux qui, peut-être, ne connaissent pas The French Virologist, Océane Sorel, c'est la première fois qu'ils en entendent parler. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus de toi? Peut-être, tu peux commencer du point que tu veux. Tu peux commencer de The French Virologist et reculer ou faire chronologiquement comme tu veux. Mais comment est-ce qu'on a l'Océane qu'on a aujourd'hui avec tout ce que tu as fait au fil des années? Puisqu'on est sur après la thèse, on va commencer par le début, puis on va arriver après à la fin. Merveilleux. En gros, moi, à la base, je suis docteur vétérinaire. J'ai fait des études vétérinaires à Liège, en Belgique. Je suis diplômée depuis 2011. Ensuite, j'ai fait une thèse de virologie et immunologie, qui est une thèse de 4 ans, et j'ai été diplômée en janvier 2016. Et en janvier 2016, je suis partie en Californie faire mon postdoc, où là, je travaillais à l'école de médecine de USC, qui est l'Université de Californie du Sud à Los Angeles. Et je travaillais sur des virus humains, comme le virus de l'herpès, par exemple. Et après, j'ai fait un deuxième postdoc à UCI, qui est l'Université de Californie à Irvine, qui est à Orange County, donc c'est un peu plus au sud de Los Angeles. Là, j'ai travaillé sur le virus de la varicelle dans un labo qui travaillait aussi sur Ebola. Donc toujours très, très viraux, très immunoviraux. Oui. Le but, c'était un peu d'étudier la réponse de notre système immunitaire à l'infection et comment développer des stratégies pour éventuellement lutter contre ces infections. Et ensuite, après, je suis passée donc je suis partie dans le privé, dans l'industrie. J'ai travaillé dans une biotech où je travaillais sur le développement des vecteurs viraux, notamment pour tout ce qui est CAR-T thérapie, etc. Et puis après, je suis devenue manager des publications scientifiques aux affaires médicales de la même boîte. Et là, c'était plus, je voulais vraiment revenir plus en viraux infectieux, parce que là, j'étais en CAR-T thérapie, c'était plus utiliser les virus pour les détourner pour les utiliser pour traiter. Moi, j'aimais bien, c'est vrai qu'étudier les mauvais virus et comment enfin, vraiment tout ce qui était infectieux, c'était plus mon truc. Donc là, je suis repartie dans
dans un département qui travaille sur le Covid. C'était en plus à l'époque du Covid, donc c'était vraiment Ouais. voilà. Et je manageais en fait tout ce qui était publication scientifique, tout ce qui était communication, posters, pour les congrès, publications peer reviewed, hein, qu'on soumettait avec des académiques. Donc c'est moi qui les écrivais. Et moi j'ai toujours adoré écrire, toujours adoré, être un peu dans mon coin, dans mon bureau, donc voilà. Et au même moment je suis partie, j'ai déménagé en Floride, donc maintenant je suis en Floride, OK. et voilà, donc ça c'était la partie vraiment plus pro, classique. Et puis alors en 2021, j'ai créé en fait, il y a eu en 2021, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu tous les vaccins contre le Covid qui sont arrivés sur le marché. Et là, il y a eu une désinformation, énorme. Enfin, il y a eu une vague. Moi, j'ai pris vraiment les informations en pleine face à ce moment-là. J'avais pas réalisé le problème avant. Honnêtement, je pensais vraiment, naïvement, que les gens qui croyaient au tout ce qui était complotisme et tout, c'était un peu, des marginaux qui avaient pas grand-chose, enfin, il y avait pas grand monde qui croyait, quoi. Enfin, moi, j'étais Mmh. persuadée que c'était la grande majorité qui ne croyait pas trop à ces fake news-là. Et là, quand il y a eu la désinformation avec les vaccins contre le Covid, j'étais vraiment pris en pleine face en me disant: «Waouh, il y en a quand même un gros souci de communication». Et donc là, j'ai commencé à répondre à des messages privés sur mon compte Instagram de gens qui se posent des questions, des amis, de la famille, et cetera. Puis après, j'ai commencé à faire des stories parce que j'arrêtais pas de je sais pas, j'envoyais 30 messages par jour. Je dis: «OK, je vais faire des stories comme ça tout le monde va les voir». Puis c'était toujours sur mon compte privé Instagram, j'avais pas du tout de compte Instagram avant, je faisais juste des photos, de ma vie en Californie, à l'époque. Et après, j'ai créé un compte spécial. Je dis: «OK, il y a trop de monde qui arrive sur mon compte privé». J'avais plein vraiment toutes mes photos perso. Je vais créer un compte spécial. Je l'ai appelé The French Virologist, très original, mais voilà, c'est comme ça. Et puis j'ai commencé à faire des posts écrits, des infographies et je faisais des dessins au début. Je faisais des dessins à la main, j'essayais de les animer et tout. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Je savais pas comment faire, donc je faisais vraiment dans ma cuisine, sur mon carrelage. Enfin, j'essayais de me débrouiller comme je pouvais avec un éclairage de merde, mais voilà. Et après j'ai fait des infographies qui ont marché dessus, c'est le compte a décollé très, très vite, vraiment honnêtement, je crois que j'ai eu 70 000 abonnés en 5 mois. Enfin, c'est devenu, quelque chose, Waouh! absolument. Bah, après j'ai eu tous les haters qui sont arrivés en même temps, hein, parce qu'à l'époque c'était des violents, hein. Avec quand on parlait de Covid et de vaccins, je pense que waouh, on en prenait plein la tête à l'époque. Et puis ça a grandi, ça a grandi. Après j'ai commencé à faire des vidéos, à me déguiser, enfin c'était n'importe quoi. C'est parti, assez vite en cacahuète, on va dire. Mmh. Et voilà. Et puis en 2024, c'était en janvier 2024, j'ai créé une newsletter qui, en fait, permet de lutter contre la désinformation de même manière plus parce qu'en fait, je faisais beaucoup de vidéos à la fin, mais moi j'adore Oui. écrire. Ça me manquait vraiment de faire de faire des infographies, tout ça, parce que c'est vrai que les infographies marchaient plus très bien sur Instagram, parce que c'est pas le format qui a été privilégié par l'algorithme, hein, tout simplement. Et je me suis dit: «OK, j'ai trop envie de» parfois j'avais envie de développer des sujets, j'avais pas la place ou pas le temps. Et j'ai OK, en fait, faut que je trouve un autre format. Et donc là, j'ai pris, le format newsletter qui marche hyper bien. Et donc ça me permet de faire des figures, ça me permet de faire des infographies, des PDF à télécharger, tout ça. Et ça permet d'envoyer directement à mon audience, qui se pose des questions, les informations dans leur boîte mail toutes les semaines. Donc voilà. Et alors suite à ça, 4 ou 5 mois après, j'ai démissionné de mon job. Maintenant, je fais ça à temps plein depuis, du coup, mai 2024. Et j'ai démissionné entre autres parce que j'ai un peu fait un burn-out, à force de tout faire. Ah, je suis encore un peu dedans, hein, j'ai du mal à m'en sortir, mais ça va Mmh. mieux, j'ai un peu de mal à ralentir. Et depuis, je fais que ça, de la communication scientifique et j'adore ce que je fais. Voilà. Mmh. Merveilleux. En tout cas, c'est ça. Moi, j'ai vu tout ça passer. Je me souviens de ton arrêt, de ton changement de cap. Je pensais que oui, tu l'avais mentionné que là, il y avait une fatigue aussi et qu'il Ouais. fallait que tu te ressources. Je viens de publier un épisode sur le burn-out avec Lexi Reed en anglais, et plein de choses qui font que les femmes en particulier, mais pas que, mais les femmes en particulier sont, dans les STEM, dans les STEAM, on dit en français, je Ouais. pense, oui. STEM, je sais pas, je dis STEM. Heu, ouais, bon, souvent vont être, proie à ce burn-out, insidieux qui arrive tranquillement, mais qui après nous écrase. Donc tu as bien fait d'arrêter Ouais. pour pas parce qu'après tu aurais pas pu continuer à faire ce que tu fais si tu t'étais trop brûlé. Donc aujourd'hui, c'est ça, ton activité unique et principale, c'est The French Virologist. Tu continues parce que oui, la Covid, est partie, et j'ai fait des guillemets pour ceux qui nous écoutent en audio. Elle n'est pas partie vraiment, Non. mais en tout cas, on vit plus avec la même façon. Mmh. Mais la les fake news,
comme tu disais, la fausse information, le scepticisme mal placé est resté. Il est resté et il y a plein de choses qui font, en termes politiques, géopolitiques, qui font que c'est cette communauté que tu as découvert qui était beaucoup plus grande que ce que tu espérais, eh bien, elle continue à être alimentée et à garder ces idées préconçues qui, pour nous, en tout cas, moi, les gens que je croise d'habitude, ce sont des idées un peu étranges, comme celle selon laquelle la Terre est plate. Alors, Ces gens-là continuent à y croire et à essayer de le prouver, même après faire des expériences scientifiques qui leur prouvent que non. Mais bon. Et donc, tu continues ta mission parce qu'il faut encore le faire. Euh, et donc, ma question, parce que ça, on est sur au-delà de la thèse, toi, ce côté de toi, de te mettre devant la caméra, de mettre, on disait tantôt, des perruques, des fausses dents, et de faire passer les messages avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'autodérision, c'est quelque chose qui est venu avec ton parcours, que tu as compris qui intéressait les gens, mais si tu retournes à ta dernière année de thèse, ou même disons, tes premiers post-doc, tu ne t'imaginais pas que tu allais faire quelque chose comme ça? non, j'ai jamais imaginé que j'allais faire un truc comme ça. Par contre, j'ai toujours voulu trouver un truc, à moi. Heu, je pense que j'ai toujours voulu mon mari est entrepreneur, par exemple, et j'ai toujours voulu être entrepreneur. Mais OK. je me suis toujours dit: «Mais en fait, j'aurais jamais l'idée ou j'aurais jamais, la capacité». Parce que pour moi, les un chercheur, ça doit travailler dans un labo, dans une grosse boîte pharma ou, dans une grosse biotech, mais ça pourra jamais, travailler tout seul. Dans ma tête, c'était ça, parce que en fait, je voyais pas d'autre issue que le labo ou les grosses boîtes ou l'académique. Parce qu'en fait, on n'est pas au courant qu'on est capable de faire autre chose. Et non, du coup, j'ai toujours envié ça. J'ai toujours dit: «Ah, ça doit être trop bien d'avoir son propre projet, son propre truc et d'être, indépendant». Mais toi, tu auras jamais ça. Je me suis Mmh. dit ça jusqu'au jour où j'ai créé ce compte et je me suis dit: «Ah mais» et c'est pas venu tout de suite, hein. Il m'a fallu quand même, 2-3 ans pour me comprendre que je pouvais en vivre. Mais il fallait juste que je trouve, une bonne façon de le faire, qui me convienne. Mmh mh. Mmh. Voilà. Mmh. Merveilleux. Donc ça pour dire que même si, tu sais, clairement, tu le disais, tu sais, quand tu parlais de ton trajet, la communication de la science, donc rédiger, tu sais, préparer tout ce qui était communication, c'est déjà quelque chose que tu faisais dans le milieu académique. Tu le faisais pas dans le format, dans lequel tu fais maintenant, super vulgarisé, humoristique et cetera. Mais mais quelque part, c'est ça, c'est en décidant de créer ce compte, tu as compris qu'il y avait un public là et qu'il y avait un Mmh. attrait pour ce type de contenu. Hem et moi, souvent les jeunes, surtout, tu sais, qui sont, mettons, au milieu de leur doctorat et qui se disent: «Ah, on me dit que je devrais avoir une présence en ligne», mais après, ils se comparent. Peut-être ils se comparent à quelqu'un comme toi, mais ils se comparent à d'autres personnes qui, peut-être ça fait 5 ans, 10 ans qu'ils font ça et ils disent: «Mais ça a l'air trop difficile». Mais pourtant, ce 1er compte que tu as lancé, c'était pas ton objectif de qu'il explose là, c'était juste de passer des messages que tu trouvais importants à ton cercle plus ou moins tu sais, proche. Heu, donc pour ceux qui sont un peu hésitants, est-ce que il y a quelque chose dans ce que tu as appris, dans ce que tu as vécu, que tu pourrais leur partager pour les motiver à trouver leur plateforme? C'est pas tout le monde qui veut être devant la caméra, c'est pas tout le monde qui veut entendre sa voix. Ça, je l'ai beaucoup entendu. Mais pourquoi est-ce que c'est important? Et en tout cas, je connais un peu ta réponse parce qu'on en a un petit peu parlé avant, mais pourquoi c'est important spécifiquement aujourd'hui, mais aussi en général pour quelqu'un qui se lance en sciences, quelqu'un qui vient de terminer peut-être son doctorat et dans son premier postdoc ou est au milieu de son doctorat, de d'apprendre à, se présenter d'une certaine façon plus, moins académique, quelque part sur internet et aussi de partager ses intérêts scientifiques, des fois peut-être ses opinions basées sur la science. Heu, Pourquoi est-ce que c'est important et qu'est-ce qu'on peut faire de pas trop qui va pas trop, par exemple, nous prendre de temps si on est très pris avec notre doctorat,
Comment est-ce que... C'est ça. C'est quoi une façon de briser cette barrière mentale de « Ah, j'ai pas le temps de le faire et je vois pas trop l'avantage ». Alors déjà, pourquoi c'est important? Déjà parce que c'est important parce qu'en ce moment, la communication scientifique devient vraiment essentielle. Si c'est pas nous qui communiquons, c'est d'autres gens qui le font et qui sont pas scientifiques ni médecins et qui le font mal, hein. On a l'exemple assez flagrant aux États-Unis en ce moment. Oui. Et du coup, les messages sont déformés, sont amplifiés, transformés. La désinformation, elle est galopante, hein, vraiment. On dit toujours, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier, c'est un peu ça. Donc c'est important que je pense que c'est important que déjà, il y a plusieurs volets. C'est important que les chercheurs se forment à la communication scientifique, mais je pense qu'il faut avoir envie de le faire, honnêtement. Tous les chercheurs n'ont pas envie de communiquer avec le grand public, ce que je peux comprendre. Parfois, on n'a pas le temps, pas envie, juste, pas l'intérêt. Mais c'est vraiment essentiel. Si vous voulez le faire, faut pas attendre d'avoir la parfaite idée, le parfait ton, il faut essayer plusieurs formats et voir ce qui vous prend moins de temps en fonction de vos capacités aussi. Si vous êtes plus à l'aise au niveau de la caméra, alors peut-être que ce sera plus un format vidéo, ou un podcast. Et si vous êtes plus à l'aise à l'oral, par contre, si vous êtes plus à l'aise à l'écrit, ça doit être soit un format genre, je sais pas moi, sur Twitter, enfin X, sur, ça peut être sur, des newsletters. Enfin, ça peut prendre plein de formats différents. C'est ça qui est bien avec la communication scientifique. On peut créer un peu son format aussi, en fonction de ce qui existe et regarder un peu les plateformes qui nous plaisent. Moi, par exemple, je crée aucun contenu YouTube parce que je consomme pas de YouTube et de format long, vidéo, donc juste, j'en crée pas parce que j'ai pas envie. Par contre, je reposte mes shorts Instagram sur YouTube, parce que c'est des choses que je peux après, reprendre. Après, alors, Oui. pour que ça prenne moins de temps, si il y a aussi LinkedIn, hein. LinkedIn, ça marche très, très bien aussi en format écrit. Je pense qu'il faut déjà, on peut se dire par exemple, surtout quand c'est du format écrit, on peut le faire facilement, 1 journée par mois ou une demi-journée par mois ou une soirée par mois, je crée tous mes posts LinkedIn du mois. On en poste 3 par semaine ou 2 par semaine au début si on n'est pas trop chaud pour en poster trop. Et on les planifie. Il y a toujours comment dire? Un schedule là, enfin le truc pour planifier les posts. Un calendrier. Voilà, on les planifie à l'avance. Moi, je fais ça, LinkedIn, parce que j'ai pas le temps d'y aller tous les 2 jours pour écrire. Et je planifie tous mes posts du mois et voilà, au début du mois. Instagram, c'est plus compliqué parce que je fais des vidéos, donc là, c'est toutes les semaines. Je batch. Faut batcher le travail. Je crois que c'est ça OK. important. Batcher toutes vos vidéos. Moi, je batch tous mes scripts de la semaine. Je les tourne tous en même temps. Je les envoie à mon monteur et voilà, comme ça on les batch par semaine. Après, il y en a qui batch par mois. Moi, j'ai plus de mal à écrire des scripts sur un mois, ça me demande beaucoup trop d'énergie d'un seul coup. Mais donc par semaine, ça marche très bien. Mais sinon, il y a pas de bonne façon de faire. Beaucoup de gens qui me posent des questions là-dessus, mais honnêtement, c'est votre façon de faire qui sera la meilleure, celle qui vous convient, celle qui convient à Mmh. votre audience et à force de tâtonner, vous allez finir par trouver votre audience à vous, qui, aime votre façon de parler, votre tone of voice, qui aime, les sujets dont vous parlez, parce qu'il y a ça aussi. C'est important de rester un peu dans son domaine d'expertise. Moi, j'essaie d'élargir un peu, mais en général, je le fais avec d'autres experts qui ont l'expertise et moi, c'est plus maladies infectieuses, viraux, immuno, mais dès que je m'aventure sur d'autres sujets, là, je prends d'autres gens, avec moi pour être sûr de pas Oui. raconter de bêtises, quoi. Donc voilà, Oui. il faut essayer et il faut se lancer surtout parce que en fait, à force de se dire: «Faut qu'on le truc soit parfait» et ben, on le fait jamais et donc faut le faire même si c'est imparfait, même si au début parce que moi, quand je regarde mes premières vidéos, je suis là: «Oh mon Dieu, c'était immonde, quoi». Enfin mais parce que maintenant ça fait 4 ans et demi que je fais ça et qu'en regardant en arrière, je me dis: «C'était vraiment de la merde ce que je faisais avant». Mais sur le coup, je trouvais ça pas trop mal. Oui, ce que je veux Oui. dire, c'est qu'on s'améliore en faisant. Il y a pas de miracle, en fait. C'est en faisant qu'on finit par s'améliorer et par apprendre. Comme pour tout, on n'est jamais, les vidéos que je fais maintenant et encore, c'est pas des grosses productions, hein. Je fais pas du Steven Spielberg ou je ne sais quoi. Mais par contre, je me suis améliorée sur certains trucs. Alors qu'avant, c'était quand Oui, même oui. tout pourri. Mais bon, voilà, on a tous commencé quelque part. C'est ça que je veux dire. Et il faut Mais honte et pas c'est ça, ça, c'est un point très important et oui, le syndrome de l'imposteur qui d'ailleurs, en tout ah cas, mon expérience, il reste avec nous. C'est pas je suis sûr que toi aussi, je pense même qu'on en parlait un peu avant l'entrevue.
En tout cas, j'ai l'impression que tu l'as mentionné. Et on se compare tous. Enfin, moi, encore maintenant, je me compare aussi. Je regarde en plus beaucoup de créateurs américains qui ont des grosses audiences parce qu'en plus c'est en anglais, etc. Je crois que je suis là, waouh, ils sont trop forts. Moi, je suis trop nulle. Enfin, c'est vrai qu'on est le syndrome de l'imposteur. Moi, il me quitte jamais. Là, j'ai pas mentionné, mais en fait, il fait partie tellement de ma vie que souvent je l'oublie. Mais tout ce que je fais, j'ai l'impression de. Pourtant, je sais que j'ai une grosse audience, mais quand je regarde en arrière, je me dis waouh, c'est fou que tu as fait en 4 ans et demi. Mais même encore la semaine dernière, ça m'est arrivé en me disant mais ce que j'ai écrit, c'est de la merde. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est Oui, oui, oui. t'as ce moment de down là où tu te sens trop merdique et trop nul et après ça passe. Mais c'est plus fort que toi. C'est plus fort. Oui, non, c'est ça. Mais donc, j'allais dire, il y a 3 choses que tu viens de mentionner que je pense qui est important pour quelqu'un qui doute: «Ah, est-ce que j'ai le droit de commencer? Comment je fais?» C'est 1, pas trop se comparer, et 2, surtout pas se comparer à quelqu'un que ça fait 2, 3, 5 ans, 10 ans qui fait ça et de se dire si on veut se comparer à ces personnes-là, ben, allez voir leurs premières vidéos et comparez-vous à ça ou leur premier contenu. 2, la question de trouver un rythme de travail qui marche pour nous. Parce que quelqu'un produit, une pièce de contenu par semaine, ça ne veut pas dire que toi, tu dois faire ça. Il faut que tu trouves ta façon qui marche avec toi et qui va te permettre de ne pas te brûler à le faire. Parce que, par exemple, on revient à quelqu'un qui termine son doctorat, il est déjà en train de se brûler de ce côté-là. Donc, si en plus, il se met la pression de «Ah là, il faut qu'à chaque semaine, je produise un épisode de podcast», ça risque de pas marcher et même de le saboter, ou de la saboter. Et après, en reculant un petit peu plus au début, c'est aussi de se dire: «OK, il y a 1000 plateformes qui» j'exagère, mais il y en a de plus en plus de plateformes où on peut, être et où on peut, trouver des audiences, des publics, mais heu, on va on va gagner à se concentrer sur celles que nous, on utilise ou qui nous parlent et et peut-être, comme tu disais, à réutiliser du contenu pour peut-être être présent sur une autre, mais vraiment se concentrer sur celles qui nous parlent, celles qu'on consomme et celles dont on connaît déjà les règles, le langage, et cetera. Parce que, c'est ça, même juste une plateforme, c'est déjà beaucoup de travail d'être dessus de façon, constante. Donc, merci de nous partager, Et on tout s'améliore ça, après. Sienne. Au Et début, on on est très s'améliore. lent et puis après, on devient plus rapide aussi. Donc, faut pas perdre. C'est pour ça qu'au début, faut pas se mettre trop de high expectations. Enfin, je pense qu'il faut se dire, allez, si déjà publie une par semaine, c'est bien. Puis 2, 3. Moi, par exemple, pendant un temps, je me mettais la pression, il fallait que je publie tous les jours. Je sais pas pourquoi je me mettais ça. Waouh! Et en fait, je me suis cramée. Maintenant, je suis à 3 fois par semaine sur Instagram seulement et que des shorts. Et par exemple, cette semaine, j'en ai pas posté parce que j'ai pas eu le temps. Donc tu as même moi, il y a des semaines où je me dis, en fait, ma priorité maintenant, c'est ma newsletter de toute façon, parce que c'est mon job, c'est ce qui me rémunère et puis après quand j'ai le temps, bah, je fais des vidéos, mais en vrai, si les vidéos doivent sauter, elles sautent. Mmh. Ce que je veux dire, c'est même quand on est pro à temps plein là-dessus, parfois il y a des semaines qui sont foirées, quoi et c'est OK, Ouais. en fait, c'est là. Et c'est ça, c'est OK. Faut pas se mettre la pression, extra avec ça. Si en plus on parle de quelqu'un qui est un scientifique en début de carrière, une scientifique en début de carrière et qui veut juste avoir une présence en ligne, là, il y a aucun impératif de faire de nombre de likes, de nombre de clics. C'est juste de dire: «Ben là, je suis présente, je suis présent» et avec une certaine régularité, une fois par semaine, une fois ou 2 semaines, une fois par mois, je j'écris un article sur LinkedIn, je fais un carrousel, ou sur LinkedIn ou sur Instagram, mais encore une fois, de trouver le bon rythme pour qu'on puisse rester dans la constance. D'ailleurs, j'aimerais que tu en parles de ça. Tu viens de dire qu'on peut des fois prendre des pauses, mais en tout cas, de mon côté, je sais que la constance pour moi est importante parce que je l'ai déjà senti. J'ai fait des expériences d'arrêt de podcast pendant un été et après j'ai senti que là, il y a comme tout un travail à refaire, après, donc j'ai Moi aussi, changé. hein. Je te Mmh. rassure, là, ça m'angoisse d'ailleurs. Je dis que c'est OK de prendre des pauses, mais je sais que mes stats vont être toutes pourries la semaine prochaine parce que j'ai arrêté une semaine. Parce que c'est ça qui est c'est hyper, faut apprendre à gérer ça, cette pression de l'algorithme, cette pression des réseaux
cette pression de poster, j'ai pas posté aujourd'hui, parce que les effets, ils sont assez immédiats et c'est vrai que quand on est plus régulier, l'algorithme a tendance à nous oublier et c'est chiant et parce que d'un autre côté, tu as envie de prendre des vacances parfois. Tu as juste pas envie de Ouais. poster et alors faut arriver à se dire: «OK, je sais que ça va impacter mes stats, mais c'est pas grave. C'est OK». J'ai du mal, hein, je te le dis, Ah non, mais mais je te crois. j'essaie de me convaincre que, ma santé mentale vaut plus que des stats. Mais oui. Mais c'est pas Non, mais c'est évident sûr, parce que c'est quand sûr. c'est ton job et que tu vois en fait, c'est ça qui est dur avec les réseaux, c'est que tu as des moments où tu as beaucoup de vues, beaucoup de gens qui arrivent d'un coup parce que tu as une vidéo qui va devenir virale ou je sais pas, l'algorithme il te kiffe là pendant 2 semaines et il partage toutes tes vidéos et après pendant un mois là, tu es en train de gratter, tu es en train de dire: «Mais c'est quoi ces vues de merde?» mais même des vidéos que tu es fier de les avoir faites, tu es là: «Ah». Tu sais, parfois, c'est C'est démoralisant parce que tu as passé du temps à le faire, ouais, ça t'a coûté de l'argent parce que moi, j'ai des monteurs que je paye, tu vois? mais Et oui, ça fait des vues toutes pourries. Toi, tu es là: «Tout ça pour ça? ouais, Trop nul». Donc il faut arriver à vivre un peu avec cet effet qui se coule, ces ups, ouais, ces downs de l'algorithme et c'est pour ça que les réseaux, c'est super dur pour ça. Il faut avoir un mental assez fort parce qu'il y a des moments où on est plus souvent down qu'en up, hein, entre nous, c'est oui, fréquent. Et il faut arriver à se détacher de ses stats pour pas trop les regarder. exactement. Et toi, bon, c'est comme tu disais, toi, tu en as fait ton job, c'est ça ton full-time job. Donc c'est un peu différent. Si c'est toi qui nous écoutes, tu veux lancer quelque chose et tu es une étudiante, un étudiant, un postdoc, une postdoc et tu veux juste avoir une présence, regarde juste pas les statistiques, c'est pas important à ce moment, du tout, là. Non, il faut pas, parce que au début, forcément, on n'est pas quand on n'a pas une grosse audience, ça va pas faire beaucoup de vues, hein, c'est clair. Mais il faut le faire. Je pense qu'il faut le faire et il faut pas mal le faire. Enfin, OK, ça va peut-être pas être très vu, mais je pense que la qualité du travail, c'est ça qui va aussi engendrer des vues et engendrer, le fait qu'éventuellement ça va grossir et cetera. Donc c'est important de bien Oui. le faire, en tout cas de le faire correctement dès le début. Pas parfaitement, mais au moins que les infos que vous donniez, ce soit ce que vous aviez envie de partager. Oui, oui et avoir un peu de ça comment dire? De fierté de ce que vous allez produire et donc ça veut dire aussi, si mettez-vous pas trop la pression parce que si vous mettez la pression, alors vous allez baisser peut-être le la Mmh. stringence de vos impératifs de qualité et C'est là ça. ça va pas être, positif pour vous et l'idée quand on est jeune scientifique et on fait ça, c'est juste d'avoir une espèce de portfolio dans le fond. C'est parce que quand on est juste au labo, puis les 2 on a fait des life sciences, tu sais, on est au labo, il y a des protocoles, des résultats, des feuilles Excel, des tubes à essai et cetera. C'est pas facile après de parler à quelqu'un qui est en entreprise, au gouvernement, qui n'est pas dans le milieu académique, d'essayer de lui raconter qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui nous motive au jour le jour, en termes professionnels. Si on commence à créer cette espèce paper trail, tu sais, de petits, comment on dit? Le fil d'Ariane qui que les gens qui ne nous connaissent pas, mais nous trouvent, peuvent tirer puis voir: «Ah, mais c'est cette personne, elle fait ça au jour le jour et après elle écrit sur ça ou elle fait des vidéos sur ça». Ça nous donne c'est comme ça, comme je disais, c'est comme une carte de visite. D'ailleurs, j'aimerais ça savoir si toi, tu as eu comme ça des conversations qui sont venues par quelqu'un qui peut-être que des conversations en termes de job ou de contrat, quelqu'un qui t'a découvert et qui après t'a contacté: «J'ai vu vos vidéos, j'aimerais tu sais, j'aimerais en parler». En termes c'est ça, en termes de visibilité, est-ce que toi, tu as des histoires personnelles que tu peux partager avec l'auditoire? Ah oui, oui, moi, c'est tout le temps, par exemple, je démarre jamais des partenaires je fais quelques vidéos sponsorisées par an sur Instagram et c'est toujours avec des institutions, jamais avec des boîtes, privées, que ce soit l'Institut Pasteur, par exemple, la Fondation pour la recherche médicale, le gouvernement français, parfois, heu, mais c'est toujours eux qui viennent me chercher, c'est jamais moi qui démarche, heu donc c'est eux qui ont vu mes vidéos. Par exemple, quand j'ai fait les chroniques pour C'est jamais sur France 5, c'est parce que j'avais Oui, fait des vidéos qui m'avaient contactée. Donc oui, ça m'a ouvert. Après, il y a beaucoup de jobs auxquels je dis clairement non parce que j'ai pas le temps, comme des conférences, par exemple. Ça, on me demande souvent, souvent, souvent et les conférences, c'est vraiment pas un format que j'apprécie spécialement parce que je suis pas à l'aise en public, contrairement à ce qu'on peut
Moi, je suis bien dans ma chambre avec ma caméra, mais je poste pour 260 000 personnes. Mais par contre, si tu me mets devant 60 000 personnes, je pense qu'il n'y a pas un mot qui sort de ma bouche. Mais voilà, donc c'est aussi cette contradiction aussi. C'est ça qui est bien aussi, ce que j'aime bien avec les réseaux, c'est qu'on peut être introverti et quand même avoir une présence. Moi, je suis une grosse introvertie. Je déteste, enfin, je suis pas à l'aise sur tout ce qui est event et tout en in person. Moi, je suis celle qui va parler à personne parce que j'ose pas. Et, Mhm. et pourtant, on va se dire, ah, bah, sur Internet, elle a l'air vachement extravertie sur Internet. Ben non, en fait, je suis extravertie parce que je suis toute seule dans ma chambre avec ma caméra. Il y a personne qui me regarde. Mais tu vois, c'est ça qui est bien. C'est ça que j'aime bien aussi avec les vidéos, c'est qu'on peut, même si on est introverti dans la vraie vie, on peut quand même se permettre des choses parce qu'on est Oui. tout seul en train de filmer, tout simplement. Et j'ai perdu le fil, je sais plus où que je voulais venir. Non, non, Je dis vague. c'est bien. Puis non, cette question de l'introversion, elle revient souvent aussi. C'est intéressant que tu dis ça parce que j'ai beaucoup d'étudiants et des étudiantes, ils me disent exactement ça. Parce que moi, dernièrement, je leur parle. C'est drôle parce que moi, j'ai un cheminement que j'ai fait. Moi aussi, je suis introverti à la base. Ouais. Le podcast, cet exercice qu'on fait aujourd'hui, là, après 6 ans, passé presque 7 ans, en tout cas, l'été prochain, ça ferait 7 ans, disons, ça a changé mon introversion et là, j'ai commencé à faire des conférences et que Ah, j'aurais jamais bien. pensé, parce que moi, c'est ça, j'étais un peu du style aussi, là, mes cordes vocales disparaissent Ah, quand il y a plein de gens devant moi, mais ça, il y a quelque chose qui a changé on avec apprend cette, quand même. on J'en ai apprend, fait on apprend. quelques-unes à l'Académie de médecine à Paris, notamment. Et bon, par contre, je suis pas bien. Pendant 3 heures, je suis en sueur, tout ça. Mais une fois que tu te vends, c'est vrai qu'à force de parler en public sur des vidéos, on se rend compte qu'on est plus à l'aise quand même. C'est exactement. Donc on apprend. Mais en tout cas, tu disais quelque chose de super important qui est, on n'est pas obligé d'être extraverti Non, pour être pas du devant tout. une caméra. D'ailleurs, c'est ça, c'est moi en fait, mon apprentissage ou ce que j'ai appris de cela, c'est en fait la caméra, c'est comme le meilleur ami de l'introverti qui veut passer un message. Parce que là, c'est juste nous, le studio, et on peut faire, refaire, réenregistrer. Et après, quand on arrive au bon format, là, on peut publier. Donc, je suis totalement avec toi là-dessus. Et même chose, si vous voulez faire un blog, si vous voulez être sur Substack, etc., euh, votre interversion, il n'y a L'écrit, c'est plus encore, rien. plus mieux pour l'introverti. Enfin, j'ai envie de dire, Exactement. Exactement. Mais ça m'amène à une autre question. Quand on est introverti, souvent, c'est parce que ça, le fait d'avoir tous ces yeux rivés sur nous, il y a un effet physiologique sur nous et qui, qui nous amène à être le cœur qui bat, comme tu dis, les sueurs, etc. On est en fight or flight complet. ouais. Mais après, même quand on fait comme toi, on a une grande tribune, on se met de l'avant directement, avec ou sans déguisement farfelu devant la caméra. Mais quand on passe des messages, surtout en tant que scientifique aujourd'hui, des messages de vulgarisation, de démystification, de fausses nouvelles, etc., il y a la réaction de certaines tranches du public, disons-le comme ça, et ça je peux te le confirmer aussi, qui font peur aux jeunes et moins jeunes scientifiques qui pensent peut-être faire de la communication scientifique. Donc les haters, comme on dit en bon français. Comment on dit ça? Les trolls, Moi, je euh, dis haters. Moi, les haters. attends. Et j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui ont peur de se lancer, surtout même quand ils sont déjà, disons, professeurs à l'université, que donc ils ont un standing, ils ont une image, et que là, ils ont peut-être vu l'exemple de quelqu'un qui est sorti sur les réseaux et qui là s'est fait, comme on dit ici au Québec, ramasser par l'opinion publique ou par des haters et qui, en tout cas, ça a changé leur vie, tu sais, négativement. Toi, c'est quoi ta réflexion par rapport à ça? Est-ce qu'une personne qui commence a besoin de se préoccuper avec ça? Et est-ce qu'il y a des approches pour gérer ces choses quand elles viennent de ton Heu, côté? oui, je pense qu'il y a donc déjà, moi, je pense c'est pas parce qu'il y a des haters qu'il faut se taire, surtout quand on parle que de faits scientifiques et qu'on reste factuel et qu'on commence alors après, moi, j'essaie de pas partager trop mon opinion, par exemple, politique, mais aussi là, ça devient de plus en plus compliqué parce que les attaques faites à la science sont devenues politiques finalement maintenant. Mais pendant le covid, par exemple, je commentais pas tout ce qui était décision politique.
C'était vraiment, je commentais que les faits scientifiques. Ça me permettait de rester dans le factuel et de pas mais bon, j'avais quand même des haters, hein. Les gens confondent tout, donc de toute façon, voilà. Oui. Mais bon, il y a des options, c'est-à-dire qu'on peut les bloquer. Moi, j'ai bloqué un paquet de monde. Les ignorer. Moi, c'est la meilleure méthode, c'est de les ignorer et de les bloquer. Parce que si on commence à leur répondre, c'est là que c'est l'engrenage et c'est compliqué. Alors après, il faut essayer de s'en foutre complètement. C'est pas simple parce qu'au niveau santé mentale, parfois, c'est chiant. Après plus on en reçoit et plus on est un peu immunisé contre ça. Franchement, c'est assez, moi je les lis plus, je les lis, ça me fait en fait, maintenant ce que je fais, ce que j'aime bien faire, c'est que je prends les commentaires et j'en rigole. Donc je fais des stories, voilà, ça me permet ça alimente mes vidéos. Bon, du coup, j'ai un peu Oui. retourné le système à mon avantage. Je me dis: «Autant tant qu'à faire, autant les utiliser pour, soit s'en moquer, soit, pour prouver, aux gens, enfin montrer: «Regardez la désinformation qu'il y a, dehors». Et voilà, donc voilà, je retourne à mon avantage. Je trouve que Mmh. c'est une bonne thérapie, on va dire. Mais oui. Non et en plus, c'est ça, moi je les aime quand tu fais ces posts-là parce que c'est encore, en tout cas, on dirait qu'ils sont encore plus comiques Ouais, que d'habitude à cause de cette dynamique-là de quel je peux rajouter juste un truc, je pense que les gens ah oui, vas-y. dangereux à la limite que moi, ce qui me gonfle le plus j'en ai de plus en plus comme ça, parce qu'à la limite les haters qui disent que tu es payé par Big Pharma, machin, OK, alors à la limite tant pis. Mais j'ai du mal avec c'est souvent parce que moi je suis une femme en plus, c'est souvent des hommes. C'est souvent des professeurs d'université, c'est souvent des, médecins, je ne sais quoi, qui viennent me faire la leçon sur ma façon de communiquer, ma façon de enfin, en gros, j'ai eu deux trois comme ça sur LinkedIn notamment. Je sais pas pourquoi sur LinkedIn, ils aiment bien faire les malins. Et Mmh. ça m'a gonflé un petit peu. Mmh. Des hommes, ouais, médecins, pour faire venir ils sont pas tous comme ça, attention, hein. Mmh. Mais il y en a quelques-uns et c'était toujours des ou des retraités de je ne sais quoi, enfin, je sais pas, des gens qui ont que ça à faire que de venir faire chier les autres et ils prennent souvent je sais pas, j'ai l'impression que c'est souvent les femmes, hein, qui sont un peu victimes de ça. Je veux pas faire une Oui. généralité, mais moi, c'est ce que j'ai ressenti. En tout cas, je me suis jamais fait attaquer par une femme, médecin ou professeur d'université. C'est toujours été des hommes. Oui. Tirer les conclusions, Oui, ça mais non, mais ça vient, c'est comme on revient un peu à la thématique que j'ai déjà couvert dans plusieurs épisodes de la présence et la réalité d'être femme en sciences et dans les STEM, et qui dans te le disent comment faire. Genre moi, j'ai carrément hier, j'ai ouais, encore eu ça, tu es meilleur en ça que ça, arrête de parler de ça. Mais ouais, tu qui pour me dire ce que je dois dire, comment je dois le faire et à quel moment? Non, non. ouais. En ça, ces gens-là, je les affiche en général, avec leur nom et leur prénom. Parce que Oui, bon, ben, voilà, c'est ça. C'est intéressant, tu fais une espèce de d'aïkido, de jiu-jitsu où avec les gens, ils pensent qu'ils vont te porter un coup et finalement tu transfères bah, l'énergie je contre pense qu'en eux-mêmes, vrai donc ouais et ça permet d'arrêter le truc assez rapidement parce que quand tu vois qu'après ils sont affichés dans la story et cetera, ils disent: «Ah bah, peut-être que je heu, vais». Puis ça permet aussi, je me dis, si moi je fais ça, peut-être qu'après ils vont arrêter de le faire, parce qu'ils vont peut-être aller envoyer un autre message à quelqu'un d'autre. Peut-être que la prochaine fois, ils ouais. vont réfléchir 5 minutes avant de le faire. Je me dis, c'est Mmh. une forme aussi de thérapie pour eux, peut-être. Un peu violente, tu envoies un message à Oui, oui, quelqu'un, tu hein, je suis désolée, moi je c'est ça. trouve, la moindre des C'est choses. ça, on espère qu'ils apprennent. On espère qu'ils apprennent et qu'ils comprennent. C'est pas méchant, c'est plus, voilà, je trouve que c'est donner un peu, une leçon. Voilà, tu veux me donner une leçon, bah, je vais t'en donner une aussi la prochaine fois, Ouais. réfléchis avant d'envoyer des messages à quelqu'un. Voilà. Mmh. Mais en tout cas, c'est très intéressant ce que tu me dis, puis ça m'amène à une question à laquelle j'avais pas pensé, qui est, hem, parce que ces gens-là, ils te font des clairement des commentaires paternalistes Oui. et c'est des commentaires de: «Bon regarde, on est des scientifiques, Mmh. c'est du sérieux, ce que tu fais là, c'est comme si ils essaient de te dire: «Regarde, c'est pas sérieux ce que tu fais et tu ne suis pas les canons et tu ne rends pas un bon service à la communauté», plus ou moins ça. Bien sûr, ils te le disent à toi, ces gens-là, je pense, parce que tu es une jeune femme et ils sentent qu'ils ont tu sais, qu'ils ont comme le droit et l'espace de le faire et que peut-être que toi tu attends juste ça, quelqu'un qui va te dire quoi faire. Mais, mais en tout cas, moi, en tout cas, j'ai ma réponse, mais pour toi, est-ce que parce que si ces personnes-là disent ça, ils disent ça à leurs tu sais, ils passent cette culture-là à leurs étudiants aussi et donc c'est quelqu'un qui veut faire du
je sais pas moi, un mime, tu sais, ou quelque chose d'assez ridicule ou quelque chose d'un peu esthétiquement étrange, est-ce qu'il y a des limites ou est-ce qu'il y a des règles, des choses, des frontières à ne pas passer dans la communication scientifique? Pour moi, la seule règle que j'ai, honnêtement, c'est, ne pas trahir les faits, ne pas trahir la vraie réalité scientifique et la nuance. Ça, c'est très, très important. Je vois beaucoup trop de communication scientifique qui, prennent des shortcuts pour tout et qui font des généralités juste pour faire le buzz. Tu vois? Ça fait toujours le buzz de faire, de raconter un truc sensationnaliste et en fait, après, quand tu creuses dans les papiers, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Donc ça, je pense que c'est ça la grosse limite. Après, sur la forme et le format, c'est ça qui est génial avec la communication scientifique. Tu peux faire ce que tu veux et et c'est pour ça que ça m'énerve autant les gens qui critiquent la façon de faire. C'est qu'en fait, tu peux avoir une information scientifique et tu peux avoir 1 milliard de façons de la traiter, 1 milliard de façons de la présenter et c'est toi qui décides comment tu as envie de le faire, sur quel format, que ce soit vidéo, écrit et cetera, quel ton. Tu as envie de rigoler? Bah, tu peux rigoler. Tu as envie d'être super sérieux? Tu peux être sérieux. Moi, ce que j'aimais pas dans les cours et j'ai fait quand même 10 ans d'études, c'était tout ce qui était cours magistraux. Je détestais Mmh. ça et c'est pour ça que mais vraiment, genre je pense que j'ai jamais mis un seul pied en cours magistral. J'apprenais tout le temps dans mes bouquins ou sur internet parce que je m'endormais, je m'ennuyais, je comprenais alors pourtant j'aimais bien ce qui était expliqué, mais la façon dont c'était présenté, c'était juste à mourir d'ennui et je me dis que c'est quand même triste d'avoir autant d'informations importantes et de pas que certains professeurs d'université n'arrivent pas à le je dis pas tous, hein, il y en a qui sont sûrement très, très bien. J'en ai un ou 2 qui sont dont je me souviens qui étaient vraiment géniaux, pardon. Hem, donc ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça que moi j'ai commencé à faire des vidéos, à rigoler et tout, parce qu'en fait, c'est comme ça que j'aurais aimé apprendre. C'est comme ça que j'aurais aimé Ouais. qu'on m'apprenne les choses et dans ma tête, c'est comme ça que je raisonne. Quand j'apprends quelque chose, je dis: «Ah ouais, OK, donc si je fais des shortcuts ou des analogies, ça va être plutôt comme ça» et cetera et c'est ma façon de retenir. Donc il y a pas une seule façon de faire de la communication, il y en a 15 000 et oui, on Mmh. apprend toujours, que ce soit toujours tout lisse, tout bien avec des belles phrases, des beaux mots, des machins, mais arrêtez d'utiliser des mots trop compliqués pour parler au grand public, les gens ils comprennent pas. Faites des analogies, expliquez, chaque mot compliqué que vous allez utiliser, vous allez devoir faire la définition de ça. Donc faut réfléchir à c'est vraiment enfin c'est et si vous le faites pas, les gens vont pas comprendre, ils vont pas vous suivre. Tu m'as donné des flashbacks d'université avec des profs qui avaient des transparences sur le rétroprojecteur et que là, quand quelqu'un levait la main parce qu'il avait pas compris, il reculait 2 lignes et il relisait leur transparence. J'ai C'est détesté, ouais. vraiment mauvaise, expérience, mais il y en avait des bons aussi. C'est cela qu'on garde en mémoire. Maintenant, on arrive vers la fin de notre conversation, et là, tu sais, tu as ton site web thefrenchvirologist.com. Tu es The French Virologist, c'est comme tu dis, c'est ton business full-time. Et j'aimerais, peut-être, pour ceux qui sont déjà plus avancés dans leur parcours ou bien qui sont, parce qu'il y en a aussi qui sont, encore, au doctorat, mais qui veulent lancer un projet à côté et qui monétisent d'une certaine façon, en communication scientifique. Après ces 5 ans presque, tu sais, de faire ça, en full-time, comment est-ce qu'on peut commencer? Parce que moi, par exemple, souvent, quand je vois des jeunes qui me disent: «J'aimerais ça lancer un podcast», je leur dis: «OK, mais essaye quand même de commencer». Puis moi, je l'ai pas fait, mais essaye de commencer en trouvant, des subventions, en trouvant, quelques sous, parce que ça va te prendre du temps juste payer les outils dont tu vas avoir besoin, mais aussi, c'est le temps que tu vas mettre dedans, un petit peu, ça va t'aider à continuer tu sais, sur la longueur à le faire au lieu de te lancer dans quelque chose. Tu vas faire 2-3 épisodes, après tu vas être brûlé et tu vas arrêter. Hem, donc je sais que toi, ça a vraiment pris de l'expansion et tu as été capable de faire ça de ça vraiment un business, full time comme on a dit. C'est grâce à ma newsletter, hein. C'est surtout grâce à ça. Je l'aurais pas, je pourrais Grâce à? ma newsletter. Si j'avais pas ma newsletter, je ne pourrais pas vivre d'Instagram avec de tous les OK. abonnés que j'ai. C'est pas possible. On peut parler d'autres volets après que moi je n'utilise pas, mais déjà Oui. tu as le premier, tu as ceux qui sont freelance. Donc eux, ils échangent leur temps contre, de l'argent, donc ils proposent de vous aider à communiquer, sur tel truc, mais ils sont dans l'ombre. C'est-à-dire que leur nom va pas vraiment apparaître sur le truc. C'est plus ils vont créer des contenus, de vulgarisation sur certains trucs. Ça, c'est la première option, être freelance ou être dans des boîtes, après, salariés, hein. Ça existe, hein, il y a des postes de communicateur scientifique. Moi, je connais quelqu'un, par exemple, qui a fait sa thèse avec moi, qui est maintenant, je pense qu'elle est directrice de la communication scientifique dans un zoo.
tu vois, par exemple. Ok. Donc voilà, il y a des choses possibles, tu vois. Après, moi, j'ai sur Instagram et je connais beaucoup de gens qui font des contenus sponsors. C'est ça, ils vivent que de ça. Donc ils font des stories, des réels sponsorisés. Moi, c'est formats que je privilégie pas parce que ça m'obligerait à dire oui à des boîtes privées et j'aurais trop peur au biais, que les gens s'imaginent que j'ai un biais ou un conflit d'intérêt. Donc je ne veux pas faire ça. Je fais juste avec les entreprises publiques ou vraiment s'il y a pas de placement de produits. Par exemple, ça va être plus de la visibilité. Je vais leur faire un réel, mais ça va être en échange de visibilité, appel aux dons, et cetera. Mais ce sera pas, je vais pas vendre des produits, par exemple en story, quoi. Pourtant, je suis contactée tout le temps par les boîtes de compléments alimentaires et compagnie, mais bon, tout ce qui est bullshit, de toute façon, je dis non. Voilà. Après, il y a le format conférence, qui marche très bien. Je connais des gens qui font ça aussi, qui donnent des conférences, mais ça veut dire qu'il faut souvent se déplacer à droite, à gauche, et cetera. Faut être à l'aise à l'oral. Moi, c'est un truc que je ne fais pas. Peut-être qu'un jour je le ferai, mais moi, c'est pas un format qui me plaît trop. Et moi, j'ai un modèle un peu atypique, c'est que j'ai une newsletter payante. C'est très développé aux États-Unis, pas trop, en France. Je sais pas si au Canada, c'est très développé aussi. Où en fait, je sors 4 newsletters par mois. Il y en a une qui est 100% gratuite, en accès gratuit, où là, c'est plus, on apprend à repérer des informations sur les réseaux, et cetera, les techniques des informations, comment on les repère, comment s'en protéger, et cetera. Donc plus mécanique des fake news. Là, j'ai mis aussi ma nouvelle chronique What the Fake qui, en fait, relate un peu toutes les attaques faites à la science aux États-Unis en ce moment, vraiment très ciblées. Donc ça, c'est une édition. Après, j'ai 2 grosses éditions où c'est le dossier santé, où là, on décrypte des thèmes de santé ou leur actu. Ou là, lundi, par exemple, c'est le cadmium dans le chocolat. Parce que ça, il y a eu des gros titres dans les journaux en France cet été. Donc, je fais un gros décryptage avec un expert en santé publique, en nutrition avec moi. Voilà, mais très détaillé. Hein. C'est-à-dire, je fais des figures, je fais des PDF à télécharger. Là, ça, c'est payant. Et ma newsletter, elle est à 7 € par mois ou 70 € par an. Et en échange, les gens ont accès à toutes les fiches à télécharger, tous les e-books que je mets, tous les contenus en illimité. En plus, c'est comme un blog, donc tu as toujours accès aux archives. Donc toi, c'est pas un one time, un one shot. C'est-à-dire que si tu veux t'écrire sur la gastro et tu sais que j'ai publié un truc sur la gastro l'année dernière, tu peux retourner dans les archives, relire, reprendre la fiche, etc. Donc c'est une espèce de bibliothèque sans fin. Tu vois, j'adore. J'ai l'impression que c'est un livre, mais tous les semaines, j'ai l'impression de publier un chapitre de livre. Et c'est un chapitre de livre infini. Enfin, c'est un livre infini. Et donc voilà, les abonnés payants ont accès à ça, les abonnés gratuits ont accès au début de chaque dossier, plus l'édition gratuite. Et après, j'ai une autre édition que je vais sortir la semaine prochaine, qui est dans 2 semaines, qui est toute nouvelle. Là, c'est plus dans les coulisses, où là, je fais un peu, tu sais, building public, justement, pour documenter un peu comment je gère un peu ça. Parce que ça m'aide aussi, moi, à mettre mes idées au clair, d'échanger aux gens, quel sujet vous voulez le mois prochain. Tu vois qu'il y a j'ai envie qu'il y ait de l'échange, que ce soit pas que moi qui donne. Et j'ai envie que les gens me donnent des idées aussi, parce que j'ai envie de les servir au mieux, de les aider. Enfin, le but, c'est quand même d'aider les gens. Donc j'ai vraiment besoin d'avoir ce retour et tout le temps d'être en discussion constante avec la communauté pour savoir, ce qu'ils veulent. Et ça, c'est vraiment un conseil important si vous voulez faire de la communication scientifique, que ce soit parce qu'il y a 1 milliard de façons de faire la communication scientifique, mais il y a aussi 1 milliard d'audiences. Si vous le faites pour un profit business, si vous le faites pour le grand public, si vous le faites pour des investisseurs, si vous le faites pour, j'en sais rien, ça va être pas la même façon de parler, pas le même vocabulaire. Donc adaptez-vous à votre audience. Si vous le faites pour des pros de santé, par exemple, si vous êtes scientifique et vous voulez éduquer des pros de santé sur un sujet, vous n'allez pas parler comme à quelqu'un qui a jamais fait d'études de sciences. Donc vraiment, pensez à poser des questions à votre audience et adaptez-vous. Adaptez-vous toujours à l'audience et répondez aux questions qui les intéressent, pas les questions qui vous intéressent vous, parce que souvent c'est pas les mêmes. Et ça, je l'ai appris à mes dépenses, que parfois je sentais des trucs, je dis: «Ah, c'est trop intéressant» et en fait les gens, gros bide, c'est pas du tout ce qui les intéressait. Dans le scientifique, on a des questions, nous, qui nous paraissent, et c'est encore une fois, passionnante, ouais. pas une question qu'on est, plus smart ou que ça a rien à voir, c'est juste un angle différent. C'est qu'en fait, nous, comme on a un angle différent parce on connaît les sujets en profondeur, on va pas se poser les mêmes questions que le grand public qui eux, vont voir les aspects plutôt pratiques et applications quotidiennes. Et les 2 sont hyper intéressants. Maintenant, Ah oui. dès que je m'intéresse à d'autres trucs, moi j'apprends tout le temps. C'est ça que j'adore avec ce métier, c'est que toutes les semaines j'apprends des nouveaux trucs, parce que je creuse des sujets, je vais dans les papiers, tout ça. C'est trop bien, j'adore. Et tu restes, c'est ça, tu restes très, très proche de la science qui se fait aujourd'hui et de ce qui est important dans ce qui se fait aujourd'hui en science. C'est très, très... Et ça, c'est important parce que les gens aussi, ils ont peur. Tu sais, quand on leur dit, bon, tu peux pas, ou la probabilité que tu sois prof,
tu es titulaire est basse et donc probablement tu devras faire d'autres choses. Et une des peurs qui arrive, c'est de perdre leur identité de jeunes scientifiques ou de ouais, chercheurs. pas du tout le cas. Et là, c'est ça, clairement, je vois, tu restes dedans, mais 100%. Ouais, et il y a un autre truc, je pense, qui est important aussi, et c'est aussi pour ça que clairement ma façon de faire, elle marche bien aussi globalement, c'est qu'il faut redescendre un peu de son piédestal quand on est prof ou scientifique. On n'est pas les king of the world du tout. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Après, ça peut être lié à mon syndrome de l'imposteur, mais mettez-vous au niveau des gens. Arrêtez de croire que vous êtes le professeur, que vous allez les éduquer et que les gens sont bêtes, hein, parce que parfois, moi, j'ai l'impression que parfois les gens, je dis pas tous, mais il y en a qui parlent. C'est un peu, écoutez-moi, je parle et vous faites ce que c'est comme ça, si je vous le dis, c'est comme ça. Et je pense que c'est Mmh. important, surtout en ce moment, parce que où, la science est un peu décriée, les scientifiques sont un peu «mal vus» entre guillemets, hein, pas par tout le monde, mais c'est un peu ce qui ressort de certaines politiques. Et je pense que c'est important de se remettre au niveau des gens, de leur demander: «OK, c'est quoi vos inquiétudes? C'est quoi vos doutes?» Et les rassurer et pas de se moquer d'eux ou de leur dire, «Vous êtes bêtes, si vous croyez ça». En fait, ils sont pas bêtes, c'est juste Mmh. qu'ils ont peur et qu'ils connaissent pas le sujet et c'est normal de douter, en fait. Surtout quand ça concerne leurs enfants, leur famille et cetera, et pas les mépriser et vraiment de se mettre à leur niveau et de s'inclure dedans. Enfin, moi, c'est vrai que moi, je dis toujours, «nous», «vous», mais je dis pas, «je vais vous dire ça». Enfin, tu vois, c'est en plus, je les emmène avec moi pour décrypter un sujet parce que souvent, parfois, en plus, par exemple, le sujet chocolat camion, j'y connaissais rien avant. J'ai demandé à quelqu'un de m'aider et je sais lire les papiers, donc à nous tous, on a réussi à faire un truc, solide et packagé et tout ça. Mais moi, j'ai été comme eux, j'ai été, lire dans les papiers: «OK, c'est quoi cette histoire?» Tu vois? Donc c'est un peu, «Allez viens, moi j'ai expertise pour analyser des publications scientifiques, pour les communiquer et après j'ai quelqu'un d'autre qui a une expertise plus background». Mais on est tous ensemble dans cette histoire. Moi je peux vous aider à comprendre certaines choses. Vous aidez-moi plutôt à poser les questions que qu'est-ce que vous aimeriez savoir et puis hop, je vous explique, mais se mettre au niveau, tu vois? Je pense que c'est Oui, important de pas prendre les gens pour des imbéciles parce que les gens ne sont pas bêtes. Ils ont chacun leur oui. domaine d'expertise. Moi, par exemple, je sais pas si quelqu'un m'expliquait la mécanique, j'y connais rien, j'écouterais aussi, tu vois? Et il me prendrait enfin, j'aimerais pas qu'on me prenne pour une idiote. Bah, c'est à peu près Non, c'est pareil, sûr. tu vois? C'est important Mais oui. de pas mépriser l'audience et de bien l'écouter. Et ça fait parce que quand on n'est pas à l'écoute, ben, on va pas, vulgariser, on va garder notre jargon, on va Oui, comme tu disais, si on parle d'en haut, on va pas avoir le réflexe de dire, «Il faut que je simplifie, il faut que j'utilise des métaphores», parce qu'à à quelque part, on se dit: «Ben, les gens, ils doivent comprendre» et c'est pas vrai, c'est pas comme ah, ça. Et des fois, on va vulgariser et là, la personne va dire: j'ai pas encore compris». Et là, il faut encore éplucher jusqu'à ce que la personne comprenne parce que c'est ça souvent, ils vont s'accrocher à des narratives qui sont fausses parce qu'elles sont très faciles à comprendre, parce que, exactement. les gens qui les ont, tissées savent que émotivement, du côté émotionnel, ça va être très attirant, de se coller à ça. Donc nous, il faut où l'écoute est importante et je suis tellement content que tu mentionnes ça, c'est parce que il faut qu'on comprennent que nous, on a passé toutes ces années à apprendre un langage, une culture très hermétique, très très peu, instinctive, très, dénudée d'émotions et cetera. Mais pour communiquer avec un public qui n'a pas passé toutes ces années dans cette institution-là, qui est le système académique, mais il faut éplucher toutes ces couches qu'on a apprises à maîtriser ou en tout cas à vivre dedans et revenir à ce niveau, Ouais. à ce niveau Mais que les gens peuvent ne comprendre. pas oversimplifier, ne pas sursimplifier les choses parce que c'est justement ce qui est important en ce moment et encore plus maintenant, c'est d'apprendre aux gens la nuance et d'apprendre tous les tous les détails. Parce que si tu simplifies, tu sursimplifies sans expliquer en plus le mécanisme derrière, tu dis: «C'est comme ça, écoutez-moi, c'est tout parce que c'est la science qui le dit», sans après faire la démonstration parce que c'est ça que j'essaie de faire aussi, c'est la démonstration de pourquoi ça c'est faux, pourquoi ça c'est pas tout à fait juste. Donc là, il faut retourner dans les papiers, montrer pourquoi enfin, tu vois, et en fait, si tu fais le truc avec eux, en général, ils comprennent, déjà beaucoup plus facilement, parce qu'ils retiennent plus facilement. Mais il faut pas négliger la nuance, parce que la nuance, Mmh. c'est ce qui, en ce moment est le manque de nuance, c'est ce qui est en train de nous flinguer complètement au niveau scientifique et communication scientifique, parce qu'on a tellement simplifié certains trucs et à l'inverse, la désinformation sursimplifie dans l'autre sens,
que maintenant les gens ont perdu toute la nuance, que en gros c'est blanc ou c'est noir la réponse à la question. Ouais. Alors qu'en fait non, la réponse à la question elle est grise et c'est toujours comme ça. Ouais. c'est l'évolution scientifique, du consensus scientifique, elle est jamais blanche ou noire, il y a toujours des nouvelles données, etc. Et la réponse est jamais toute blanche ou toute noire. Il faut expliquer oui, mais dans certains cas. Oui. Et c'est important, la nuance, moi c'est ce que j'essaye de faire passer au maximum, de faire comprendre aux gens que que les extrêmes, c'est jamais une bonne idée. C'est que Non. il y a un souci. Si on vous dit, s'il y a des trucs trop gros pour être vrai, c'est qu'en général, c'est trop gros pour être vrai. Oui. Non, c'est un très bon point. Et je pense que là, on arrive vraiment à la fin de notre conversation, mais je pense que le mot que tu as utilisé tantôt, le terme que tu as utilisé tantôt, l'écoute, je pense que c'est la clé parce que quand on est à l'écoute des besoins de quelqu'un, on ne va pas sursimplifier. Sursimplifier, c'est aussi une espèce de paternalisme d'un certain côté. Ah, OK, là, je vais te mettre ça vraiment simple pour que tu comprennes. Ça aussi, c'est pas un bon. C'est vraiment l'écoute, comprendre. Et toujours essayer de aussi défier un petit peu. OK, je vais te simplifier jusqu'ici. On va voir. Et là, tu me diras, toi, est-ce que c'est suffisant ou est-ce que là, il faut que j'aille un peu plus loin? Mais tu as raison. Il ne faut pas rester dans les extrêmes. Mais il faut être à l'écoute, il faut avoir de l'empathie. Et ça, c'est un travail et c'est quelque chose que je trouve, oui, est central chez quelqu'un qui veut faire de la communication scientifique et qui veut que que cette personne produit ait un effet chez les gens positif. Océane, On pourrait en parler pendant des heures. J'ai des plein heures. d'autres trucs à dire. Mais... Des heures. Après, c'est ça, j'ai une question, c'est vraiment une curiosité. Est-ce que ta newsletter est en anglais ou en français? En français. En français, OK, parfait. Parce que je me disais, en tout cas, avec tout le temps que tu as été aux États-Unis, peut-être que même cette conversation, on aurait pu l'avoir ou on pourrait en avoir une autre en anglais, mais on s'en parlera à un autre moment. Si les personnes qui ne te connaissaient pas, parce que je doute qu'il y ait beaucoup de monde qui ne savent pas t'es qui, il y a plein de gens qui ne me connaissent pas. Qui ne te connaissent pas, ouais. S'ils veulent voir ce que tu fais, accéder. J'ai déjà mentionné thefrenchvirologist.com. Je vais mettre le lien dans les notes d'épisode. Mais c'est comment trouver ton contenu, comment peut-être contacter pour te poser des questions par rapport à quelque chose qu'on a couvert pendant cette entrevue. C'est quoi tes liens? Alors, j'ai mon Instagram, c'est thefrenchvirologist, donc c'est assez facile à trouver. Sur LinkedIn, c'est Océane Sorel. Facile, je pense, à trouver aussi. Tu peux te mettre dans la description mon nom complet. Oui. Mon Substack, c'est omicroscope.com, je crois. C'est le nom de ma newsletter, c'est omicrobscope. Attention, petit chiffre. Okay. Sinon, il est dans la bio de mon... Enfin, il est un peu partout, dans la bio de mon Instagram. Et puis, j'ai un site là qui est en train d'être refait d'ailleurs un peu, qui s'appelle thefrenchvirologist.com, où il y a ma newsletter, il y a un peu tout ce que je fais, etc. Mais je suis assez facilement joignable. Je regarde pas toujours mes DM, j'en ai beaucoup. LinkedIn plutôt. Réponds pas forcément systématiquement. J'essaie de répondre à tout le monde, mais franchement, c'est compliqué. J'ai que 24 heures dans une journée. J'essaie, vraiment. mais voilà, oui. Sinon, c'est à peu près mes réseaux. C'est ça. Instagram, LinkedIn. Ma newsletter sur Substack, qui a une grosse plateforme de newsletter. Et mon site internet. Océane, merci énormément pour cette heure passée ici avec moi et avec l'auditoire d'Au-delà de la thèse. C'est vraiment un plaisir. Je pense que les personnes qui étaient dans le doute peuvent se lancer maintenant. Ouais, lancez-vous, on a besoin de communicateurs scientifiques. Et lancez-vous avec votre style à vous. Tous les styles sont les bienvenus, avec plaisir. Exactement. Donc, c'est ça, un grand merci. Je te souhaite plein de succès pour ce qui s'en vient. Tu disais refonte de ton site web, c'est quand même du travail. Donc, c'est ça. Et bravo pour tout ce que tu fais. Ouais. Je sais que tu inspires des gens, tes jeunes et moins jeunes, à se lancer. Mais je pense qu'il y en a encore qui avaient besoin d'un petit pouce. Et je pense qu'aujourd'hui, on leur a donné assez de matériel pour qu'ils se lancent. Donc, merci. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Au-delà de la thèse avec Papa PhD. Si tu te poses des questions par rapport à ton avenir professionnel après le doctorat, rends-toi sur school.com/papaphd, donc skool.com/papaphd, et rejoins-moi, mais aussi une communauté de gens comme toi qui font de la recherche, mais qui sont aussi intéressés à ce qui existe professionnellement
en dehors du labo pour toi. À bientôt!